Il s'approcha d'un inconnu près du rayon produits laitiers, prêt à affirmer son autorité. Ce qu'il ignorait, c'est que cet homme suspect était un agent fédéral, à quelques secondes de clore une enquête qui durait depuis un mois. L'air du marché Ansley avait cette lourdeur de fin d'après-midi, l'air chaud s'accrochant au sol car les froids, les gens s'efforçant d'entrer et de sortir avant le dîner. L'agent Trembellis ne faisait pas ses courses. Il était là parce qu'il voulait prendre une barre protéinée et peut-être un pack de 6 bières avant de rentrer chez lui. Rien d'officiel, aucun appel n'était entré. Il était cependant toujours en uniforme, et dans sa tête, cela signifiait être toujours en service. Alors qu'il passait devant la boulangerie, quelque chose attira son attention. Un homme se tenait près du rayon produits laitiers, grand, au début de la quarantaine peut-être, de corpulence athlétique, portant un coupe-vent foncé zippé à moitié, un téléphone à la main. Il ne poussait pas de chariot, il ne prenait rien. Il se contentait d'observer. Ses yeux suivaient quelques clients, rien de dramatique, juste un coup d'œil ici et là. Puis il croisa brièvement le regard de Bellis, un instant, avant de se retourner vers les yaourts. C'était tout ce dont Bellis avait besoin. Il orienta sa marche directement vers l'homme, ignorant toute approche décontractée. La poitrine légèrement bombée, les pas juste assez bruyants. Il s'arrêta un peu trop près, juste à côté du beurre. « Vous êtes de la sécurité du magasin ?» demanda Bellis, son ton impliquant déjà de la suspicion. L'homme leva les yeux lentement, calme, ni irrité, ni suffisant, juste en évaluant la situation. « Non », répondit-il d'une voix égale. Bellis n'aimait pas ça, trop court, trop sûr de lui. Vous observez les gens depuis un peu trop longtemps pour être simplement ici à faire vos courses. Comptez-vous acheter quelque chose? L'homme haussa un sourcil, non pas par défi, mais plutôt par confusion. Puis il glissa son téléphone dans sa poche arrière. « Monsieur, je suis en plein milieu de quelque chose, dit-il d'une voix basse. Vous êtes en train d'interférer. » Interférer avec quoi? Répliqua Bellis. Vous n'êtes pas des forces de l'ordre, je ne vois pas de badge. Vous n'êtes pas du personnel du magasin et je n'aime pas qu'on me mente. Bellis ne criait pas, mais sa voix avait cette acuité qui perce le brouhaha d'un supermarché. Quelques têtes se tournèrent. La femme qui empilait des pommes près de l'entrée ralentit ses mouvements. Un enfant dans la file du traiteur chuchota à sa mère. Un responsable derrière le comptoir du service client fit un pas en avant mais n'intervint pas. L'homme garda ses mains visibles, calme, encore trop calme, pensa Bellis. « Mon nom est Deshaun Rucker », dit l'homme. « Agent spécial du FBI. Mon badge est dans ma poche arrière. Je ne suis pas ici pour vous parler. » Bellis ne sia pas. Il détestait qu'on lui dise qu'il avait tort, surtout de manière si directe. « Laissez-moi voir le badge, » dit-il, se tenant encore plus droit maintenant, sa main dériva vers sa propre ceinture. Rucker bougea lentement, sans geste brusque. Il sortit le badge, l'ouvrit. Bellis jeta à peine un coup d'œil à l'identification à l'intérieur avant de le repousser d'un geste. « N'importe qui peut avoir un faux badge, » dit Bellis. « Vous pensez être le premier à tenter ça ?» Rucker le regarda droit dans les yeux maintenant, toujours sans colère, mais le silence devint plus lourd. « Vous devez reculer, » dit Rucker. « Vous interférerez avec une opération de surveillance fédérale. Vous êtes sur le point de compromettre une affaire que nous construisons depuis 6 mois. » Bellis ricana. « Alors vous auriez dû prévenir quelqu'un. » Les forces de l'ordre local allaient voir un gars rôder autour du rayon yaourt, l'air suspect. « Je ne vous dois aucune notification, » répliqua Rucker. « C'est une juridiction fédérale. Maintenant, reculez. » Bellis le sentit, des yeux sur lui. Une femme de l'autre côté de l'allée tenait son téléphone légèrement incliné vers eux, enregistrant. Un autre client chuchotait à quelqu'un derrière le rayon des fruits et légumes. Les gens ne passaient plus, ils ralentissaient, observaient, jugeaient. Et puis, comme une horloge, Bellis redoubla d'efforts. « Si vous n'avez pas quelque chose avec une signature ou quelqu'un que je puisse appeler, je vous arrête ici même. » Rucker ne bougea pas, il ne sia pas, il ne toucha plus son badge. « Voulez-vous vraiment prendre cette voie ?» demanda-t-il. Bellis ne répondit pas, il resta là, la mâchoire serrée, l'énergie vibrante. Mais juste au moment où il semblait que les choses allaient basculer, quelqu'un d'autre entra dans l'allée, quelqu'un que Bellis n'avait pas vu venir. Elle était plus petite que Rucker, avait les yeux vifs, les cheveux tirés en un chignon serré, vêtue d'un pull gris ardoise et d'un jean foncé qui n'attirait pas l'attention, mais sa présence
PPA comme un seau d'eau froide. L'agent Sienna Corbin ne dit pas un mot tout de suite. Elle s'interposa simplement entre Bélis et Rucker avec l'aisance de quelqu'un habitué aux situations à fort enjeu. Bélis cligna des yeux, elle n'était pas là une seconde auparavant. Le ton de Corbin était calme mais chirurgical. « Officier, vous interférerez avec une opération fédérale. Vous devez prendre du recul. » Bélis tint bon. « Et vous êtes ?» Elle ouvrit son portefeuille de badge et le tint au niveau de sa poitrine. « Agent spécial Corbin. Je suis la partenaire de Rucker. Vous avez compromis la surveillance. » Il laissa échapper un petit rire qui ne semblait pas naturel. Deux personnes prétendant être du FBI, aucune coordination avec la police locale, pas de suspect visible. Vous vous attendez à ce que je crois que vous faites tous les deux juste vos courses pour la justice? Les yeux de Corbin ne le quittèrent pas. Non, officier. Nous nous attendons à ce que vous fassiez preuve de protocole de base et de professionnalisme. Bélis ignora le coup. Il pointa Rucker du doigt, il était juste là à regarder les gens, pas de chariot, pas de liste. On aurait dit qu'il repérait les lieux. Vous profilez tous les hommes qui achètent des yaourts, répliqua Corbin. Cela fit ricaner un adolescent qui filmait derrière un présentoir de soda. Bélis se tourna légèrement, remarquant le mur silencieux d'eux. Les téléphones étaient maintenant levés dans sa direction. Les gens ne criaient pas, mais ils filmaient, et ça, c'était pire. Rucker resta immobile. Nous traquons quelqu'un qui utilise des allocations volées pour blanchir des fonds EBT d'un État à l'autre. Elle était censée rencontrer un contact ici. Maintenant, elle est probablement partie depuis longtemps. Bélis plissa les yeux. Et vous n'avez pas pensé à prévenir les autorités locales? Nous ne télégraphions pas les surveillances en direct, répondit Corbin. Ça s'appelle la retenue, jusqu'à ce que vous arriviez avec votre grande gueule et votre insigne en bandoulière. Cette remarque le frappa de plein fouet. Il regarda autour de lui, les yeux fuyants, remarquant d'autres acheteurs figés en plein milieu de leur course, un père tenant un paquet de couches, une caissière appuyée sur sa caisse. Ce n'était pas le chaos, c'était pire, une tension lourde, une vraie tension silencieuse. Je faisais mon travail, dit Bélis sur la défensive. Non, vous ne le faisiez pas, dit Rucker en reprenant la parole. Vous agissiez selon votre propre jugement, pas un appel, pas un rapport, juste une intuition. La lèvre de Bélis tressaillit. J'avais le droit de questionner, personne ne dit que vous ne pouviez pas poser de questions, le coupa Corbin. C'est la façon dont vous l'avez fait. Vous êtes intervenu en cherchant un problème. Bélis sentit maintenant la chaleur lui monter au cou. Il n'avait pas l'habitude d'être corrigé en public, surtout pas par quelqu'un avec une telle autorité dans la voix. Mais il y avait autre chose sous la surface, une lueur de reconnaissance que, peut-être, juste peut-être, il avait mal jugé toute cette affaire. Même si vous êtes du FBI, dit Bélis, cherchant quelque chose à quoi se raccrocher, ce n'est toujours pas comme ça qu'on fait. Corbin prit une inspiration. Nous n'allons pas débattre de tactique avec quelqu'un qui a interrompu une filature fédérale sans raison. Derrière eux, un gérant de magasin, la cinquantaine, polo rouge et cheveux clairsemés, s'approcha prudemment. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, les yeux allant des uniformes aux insignes. « Tout va bien » dit Rucker calmement. « Pas besoin que vous vous impliquiez davantage. » Bélis se tourna vers le gérant. « Ils disent qu'ils sont du FBI. Vous pouvez le confirmer ?» Le gérant leva légèrement les paumes. « Je ne sais pas qui est qui, mais je sais qu'elle est arrivée avant vous. Je l'ai vue près de la pharmacie, en train de texter et de marcher comme si elle était chez elle. Il était là plus tôt, pas de problème. Il n'a rien acheté mais n'a causé aucun problème. » Cela n'aida pas Bélis à se sentir mieux. Il se balança sur ses talons. « Alors, où est votre suspect ?» demanda-t-il, essayant de reprendre le contrôle. Corbin se tourna légèrement, balayant la foule du regard. « Parti, grâce à vous. » Bélis voulut en dire plus, voulut contester cela, mais le silence le devança. Derrière eux, quelqu'un murmura, il ne supportait pas de voir un frère confiant rester tranquille. Bélis se retourna, essayant d'identifier la voix, mais personne ne se manifesta. La foule avait changé, ce qui avait commencé par des regards discrets était maintenant un jugement silencieux. Les téléphones étaient pointés vers le bas, non pas parce que les gens avaient fini d'enregistrer, mais parce que l'histoire avait déjà été racontée. Il se retourna vers Rucker et Corbin, la mâchoire serrée. « Je veux des noms complets. Je vais oser un rapport.
Vous êtes libre de le faire, répondit Rucker, son expression toujours impénétrable. Nous ferons de même. Mais même si Bélis commençait à reculer, la réalité s'imposait déjà, leur suspect était parti, et il en était la raison. Bélis recula, mais pas loin, juste assez pour donner l'impression qu'il laissait de l'espace tout en restant à proximité. Sa fierté avait été blessée, et au lieu de laisser les choses se calmer, il s'accrochait à l'autorité comme à une corde de sécurité. Sa main reposait sur son ceinturon de service, pas de manière menaçante, mais pas non plus désinvolte. Il s'éclaircit la gorge. « Soyons honnêtes une seconde, dit-il. Vous deux débarquez en civil, sans prévenir les forces de l'ordre local, et maintenant vous voulez faire comme si j'étais le problème? C'est une blague. » Corbin se tourna vers Rucker, mais ce fut Rucker qui répondit. « Vous êtes devenu le problème dès la seconde où vous avez supposé au lieu de demander, dit-il. Vous n'avez pas approché avec curiosité, vous êtes intervenu comme si vous étiez prêt à une intervention musclée. » Bélis leva les yeux au ciel. « Oh, s'il vous plaît. Vous pensez que c'est une affaire personnelle? » Rucker ne broncha pas, « Non, je pense que c'est la façon dont vous opérez. Vous avez vu un type qui ne vous plaisait pas et vous êtes intervenu. Pas de crime, pas de plainte, juste votre propre soupçon. Vous agissez comme si ça ne faisait pas partie du travail, s'exclama Bélis. Corbin croisa les bras. Pas quand c'est basé sur l'ego et les suppositions. Ça, ce n'est pas faire la police, c'est de l'ingérence. Les acheteurs à proximité s'attardaient encore, faisant semblant de faire leurs courses mais clairement à l'écoute. Une jeune femme près des échantillons de fromage chuchotait à un homme en survêtement, et aucun des deux ne bougea d'un pouce vers la sortie. La tension avait changé, c'était maintenant de l'embarras, celui de Bélis en particulier, qui flottait dans l'air. Essayant de reprendre pied, Bélis sortit son carnet. « Votre nom, encore une fois, dit-il en regardant Rucker. Agent spécial d'Echaune Rucker, du bureau de Charlotte. Vous voulez aussi le nom de mon supérieur. » Bélis gribouilla. « Et vous, demanda-t-il à Corbin, sans lever les yeux. Agent spécial Sienna Corbin, même bureau. Vous voudriez peut-être les placer correctement quand vous rédigerez votre rapport. » Bélis marmonna quelque chose entre ses dents en écrivant, puis leva enfin les yeux. « J'ai déjà vu des fédéraux travailler. Vous ne vous fondez pas dans la masse, vous ne coordonnez pas. Et maintenant vous me dites que j'ai fait capoter votre grande opération? Alors, quoi maintenant? Vous allez pleurer au bureau? » Rucker ne sia pas, ce qui se passe ensuite dépend de votre département, de votre conduite, de votre dossier. Mais croyez-moi, ça ne va pas disparaître. Bélis se redressa. Vous me menacez, là? Non, Cor. Rucker dit rapidement, mais vous avez fait des choix devant une salle pleine de témoins, les téléphones ne mentent pas, même si certains suppriment les images, quelqu'un ne le fera pas, le visage de Bélis tressauta. J'essayais d'empêcher un crime. Et ce faisant, répliqua Rucker, vous en avez aidé un à prendre la porte. Corbin s'avança, baissant la voix. Nous suivons Trina Delmore à travers 3 États. Elle dirigeait un faux fournisseur de produits frais pour blanchir des fonds EBT. Des centaines de milliers de dollars de prestations frauduleuses transformées en argent propre. Elle a été insaisissable. Aujourd'hui, nous la tenions. Nous étions à 5 minutes du contact. Bélis ouvrit la bouche pour parler, puis s'arrêta. Sa main tomba de sa ceinture. Ses yeux balayèrent l'entrée. Le gérant du magasin, en polo rouge, avait reculé. Un agent de sécurité était appuyé contre un pilier, observant tout se dérouler, mais manifestement peu disposé à intervenir. Nous avons fait profil bas parce que c'est ainsi que fonctionnent ces affaires, dit Rucker. Quand vous arrivez en faisant du bruit, que vous exagérez et faites des suppositions, non seulement vous vous ridiculisez, mais vous nuisez à de véritables enquêtes, aux moyens de subsistance des gens, aux ressources fédérales. Bélis essaya de trouver quelque chose, un angle qui changerait le ton. Vous auriez pu simplement montrer votre badge quand je l'ai demandé. Je l'ai fait, répliqua Rucker. Vous avez hésité. J'ai agi lentement pour ma sécurité. Vous êtes un flic, vous savez pourquoi. Bélis ne répondit pas à cela. Le silence s'étira de nouveau. Corbin recula aux côtés de Rucker. Vous allez devoir rédiger un rapport. Nous aussi, mais je vous suggère de ne pas mentionner que vous avez tenté de détenir un agent fédéral en pleine surveillance, basé sur votre intuition. Du fond du magasin,
un jeune homme tenant une boîte de céréales Marmona, le mec s'est fait remettre à sa place juste. Devant le rayon fromage. Quelqu'un d'autre rit doucement, mais assez fort pour percer le silence. Les oreilles de Bélis lui brûlaient. Sa posture s'affaissa un peu, bien qu'il ait essayé de le masquer. « J'en ai fini ici », dit-il d'une voix raide, refermant son carnet et faisant volte-face. Mais alors qu'il se dirigeait vers les portes automatiques, les mots suivants de Rucker le poursuivirent, et ils n'étaient pas pour Bélis, mais pour l'affaire qui venait de leur filer entre les doigts. Rucker expira par le nez, lentement et régulièrement, mais sa mâchoire se serra. Corbin regarda Bélis marcher vers la sortie, les épaules raides, les mains tremblant comme s'il luttait encore pour sauver la face, mais le mal était fait. « Il a de la chance que nous ayons gardé nos voix basses », marmonna Rucker. Cela aurait pu virer à l'incident majeur si nous n'étions pas restés mesurés. Corbin scanna à nouveau le magasin. La plupart des gens avaient repris leurs achats, mais l'atmosphère était différente maintenant. Ce léger bourdonnement du commerce de détail s'était transformé en quelque chose de plus calme, de plus prudent. Personne ne se regardait. Ils savaient tous que quelque chose avait mal tourné, même s'ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Corbin tapota son oreillette, sa voix basse, « Contrôle, ici Delta 6, la surveillance a été compromise, le suspect a probablement quitté les lieux pendant l'interférence locale. » Une brève pause. Copie, Delta 6, confirmant la sortie par l'entrée nord il y a 10 minutes. Perte visuelle au parking. Corbin jura à voix basse. Rucker croisa les bras. Trina est intelligente. Elle savait que nous la regardions, mais pas d'où. Mais dès qu'elle a vu l'uniforme intervenir de manière agressive, elle s'est enfuie. Ils restèrent immobiles un instant, laissant le poids de la situation s'installer. Des mois de préparation, de paperasse, de préparation d'un coup de filet, de contact dans 3 villes. Trina Delmore avait finalement accepté une rencontre en face à face. Tout était en place jusqu'à ce qu'une erreur de débutant, commise par quelqu'un qui ne faisait même pas partie de l'opération, la démonte en 30 secondes. Rucker se tourna vers Corbin. « Je veux un appel avec Shields aujourd'hui. Je ne vais pas laisser ça passer sous le tapis. » « Elle s'y attend, » répondit Corbin. « J'ai déjà laissé un message vocal, lui disant que nous ferions un rapport sur le déroulement de la scène et la chronologie. » Rucker hocha la tête, la mâchoire serrée. « Les caméras du magasin l'ont-elles filmé ? » « Je suis sûr que oui. Ça ne sert pas à grand-chose si elle est déjà hors du parking avec de fausses plaques. » Les mains de Rucker se serrèrent en poing, puis se relâchèrent. De l'autre côté du magasin, une jeune femme avec un badge à son cordon s'approcha. Pas de la police, de la sécurité du magasin. « Excusez-moi, agent. » Corbin se tourna. « Oui. Je suis Dana, assistante chef de la sécurité. J'ai regardé les images de tout à l'heure. Elle, votre suspecte était à la caisse 9. A payé en espèces, est partie avec un sac vert, peut-être des produits frais. Elle s'est baissée quand l'officier est entré dans le cadre. » Rucker s'approcha. « Vous avez les images ? » « J'ai déjà tiré une copie, » dit Dana, brandissant une petite clé USB. Sa main tremblait légèrement. « Merci, » dit Corbin en la prenant. « Envoyez notre contact de la succursale de Charlotte à votre responsable. Nous ferons le suivi. » Dana hocha rapidement la tête et recula. Alors qu'elle partait, Corbin lança un regard à Rucker. Elle est futée. Elle a fait attention. Cela seul la place au-dessus de Bélis. Rucker fit quelques pas, se frottant l'arête du nez. « Ça va ?» demanda Corbin. « Non, dit-il, mais ça ira. » Elle n'insista pas davantage. « Je surveillais la file des caisses tout le temps, » dit Rucker. J'avais les yeux sur Trina. Elle n'était pas nerveuse. Elle ne me surveillait pas. Pas avant qu'il ne vous aborde comme si l'endroit lui appartenait. Rucker secoua lentement la tête. Nous passons tout ce temps à essayer d'agir discrètement, de nous fondre dans la masse, de faire les choses selon les règles, et puis un type avec un badge et une dent contre le monde entier déboule comme si c'était un simple contrôle routier. Tu n'as pas craqué, lui rappela Corbin. Tu n'as pas mis le feu aux poudres. J'en avais envie. Je sais, mais tu ne l'as pas fait. C'est ce qui compte. Rucker expira bruyamment. Elle était juste là. Corbin ne répondit pas, elle n'en avait pas besoin. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait quelque chose s'effondrer à la dernière seconde, mais cet échec était plus cuisant.
Ce n'était pas un renseignement erroné ou une piste qui s'était refroidie, c'était l'erreur de quelqu'un d'autre qui interférait avec leur travail acharné. Nous devons nous regrouper, finit par dire Rocker. Corbin acquiesça. Allons à la voiture. On fera le débriefing tant que c'est frais. On contactera Shields de là. Ils commencèrent à marcher lentement vers la sortie, passant devant la section réfrigérée où tout avait commencé. Les yeux de Rocker dérivèrent vers le rayon des beurres, l'endroit où Bellis l'avait abordé pour la première fois. Je pouvais le voir sur son visage, murmura-t-il. Il n'est pas venu pour demander quoi que ce soit, il est venu pour confirmer ce qu'il croyait déjà. Corbin ne répondit pas non plus. Que pouvait-elle dire? C'était vrai. Mais tandis qu'il traversait les portes coulissantes et s'avançait dans la lumière déclinante du jour, la culpabilité d'une occasion manquée n'était pas la seule chose qui pesait entre eux. Il y avait la question qu'aucun d'eux ne voulait prononcer à voix haute, est-ce que cela se reproduirait la prochaine fois qu'ils essaieraient de faire leur travail discrètement? Ils s'assirent en silence un instant à l'intérieur du SUV bleu marine banalisé, garé à 2 rangées de l'entrée du magasin. Les vitres étaient teintées, le tableau de bord silencieux. C'était le genre de silence qui n'avait pas besoin d'être rompu, pas encore. Rocker regardait la devanture du magasin, les bras posés sur ses cuisses, tandis que Corbin tapait rapidement sur sa tablette, enregistrant l'incident. Il rompit finalement le silence. Nous avons commencé à la suivre à Birmingham, tu te souviens? Cette station-service sur 3rd Avenue North. Elle avait 2 enfants à l'arrière, on aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis une semaine. Corbin acquiesça. Et elle a quand même repéré la caméra dans le cache de la pompe, a tapé l'épaule du gamin et lui a dit de se baisser. Ce n'est pas une amatrice. Elle n'est pas imprudente non plus. Elle ne fait surface que lorsqu'elle a un nouvel acheteur ou une nouvelle méthode pour blanchir l'argent. Corbin interrompit sa saisie. C'était sa 3e apparition en autant de semaines. Alabama, puis Tallahassee, maintenant ici. Elle se déplaçait plus vite. C'est ce qui m'inquiétait. Rocker ajouta, elle devenait plus audacieuse, se rencontrant face à face. Ce n'est pas son habitude. Peut-être qu'elle était désespérée, ou peut-être qu'elle pensait que nous la perdions. Corbin tourna la tablette pour qu'il puisse voir l'image de surveillance mise en pause, provenant des caméras du magasin. Elle montrait Trina debout devant la caisse 9, portant un sweat à capuche orange rouille et des leggings noirs, la tête baissée, son pied gauche à moitié tourné comme si elle anticipait déjà un mouvement. « Tu vois ça » dit Corbin en désignant. Elle l'a repéré dès qu'il est entré dans le magasin. Elle ne nous a même pas jeté un coup d'œil. Elle a juste vu un uniforme, a compris que quelque chose n'allait pas et a agi. Rocker acquiesça. Elle a déjà été dans le système. Cette réaction était entraînée. Un court silence retomba et Corbin retourna à ses notes. Elle n'était jamais censée dépasser le parking, dit Rocker. Nous avions préparé des caméras de circulation, des scanners de plaques le long des 3 sorties. Nous avions une identification claire du téléphone jetable qu'elle utilisait pour confirmer le rendez-vous. Corbin fronça les sourcils. Et on s'est fait intercepter par un agent de patrouille en pleine course pour un en-cas. Ils laissèrent cette piqûre planer dans l'air. Il ne s'agissait pas seulement de Trina, il s'agissait des heures, des nuits passées à scanner des images, des risques qu'il prenait en faisant du travail sur le terrain avec des vêtements empruntés et des voitures de location, de la pression de Washington pour livrer quelque chose de substantiel avant l'examen fiscal. Tout cela défait en quelques secondes par quelqu'un agissant par instinct plutôt que par information. Tu sais ce qui est le plus frustrant, demanda Rocker d'une voix basse. Il ne se souviendra même pas de son visage. Il est arrivé tellement concentré sur moi qu'elle est devenue un fantôme dans l'allée. Corbin ne répondit pas, mais son visage en disait assez. Le tableau de bord sonna. Rocker appuya sur le bouton. Agent Rocker, à vous. Une voix crépitante se fit entendre, l'agent Shields en ligne. Conférence quand vous êtes prêt. Il regarda Corbin. Elle acquiesça d'un mouvement de tête. Passez là. Une seconde plus tard, la voix de l'agent spécial Myriam Shields remplit l'habitacle, claire, ferme, professionnelle. Deshawn, Sienna, je viens d'avoir le rapport préliminaire. On dirait que nous l'avons perdu, confirma Corbin. Interférence des forces de l'ordre local. Un officier en uniforme a interagi avec Deshawn pendant la surveillance en direct, a compromis la couverture. Le suspect a quitté le magasin au milieu de la distraction. Shields ne demanda pas de clarification, elle savait comment ces choses se passaient. L'un de vous a-t-il été blessé? Non,
dit Rocker, mais l'officier était conflictuel, il a essayé de m'aider. Hennir après que j'ai présenté mon insigne. Sienna a dû intervenir. Une pause. Non, Trembellis, répondit Corbin. Numéro d'insigne enregistré. Nous avons des images internes, la sécurité du magasin a aussi fourni du matériel utile. Une autre pause, puis la voix de Shields prit ce ton égal que Rocker reconnaissait. Je parlerai au bureau du shérif du comté de Fayette ce soir. Ils voudront un rapport. Soyez factuel, soyez direct, sans émotion. Nous y travaillons déjà, dit Corbin. Shields ajouta, nous réaffecterons la surveillance au bureau de Tallahassee au cas où Trina ferait demi-tour. Vous deux, retournez à la base. Pas de filature, pas d'arrêt. Reçu, dit Rocker. Shields n'offrit ni encouragement ni réconfort. Elle n'en avait pas besoin, elle savait ce que cela signifiait pour eux. La ligne se coupa. Corbin ferma la tablette et se pencha en arrière sur son siège. Eh bien, c'est ça. Mais Rocker n'en avait pas fini, pas mentalement. Il était toujours dans ce magasin, debout près du beurre, essayant de s'expliquer à quelqu'un qui ne voulait pas écouter. Elle n'en a pas fini, dit-il doucement. Trina. Elle va refaire surface, peut-être plus tôt qu'il ne le pense, je sais. Mais même alors qu'ils étaient assis dans le calme du SUV, la vérité pesait plus lourd que tout ce que Shields avait dit, car le préjudice ne concernait pas seulement une cible manquée, il s'agissait de savoir que ce n'était pas un accident et que cela pourrait se reproduire demain. Trina Delmore ne fuyait pas, c'est ce qui la rendait si difficile à suivre. Elle se déplaçait comme une cliente ordinaire, même lorsque le plan changeait. Elle payait en espèces, utilisait des sacs d'autres magasins pour se fondre dans la masse et gardait la tête baissée, mais pas assez pour paraître suspecte, juste assez pour éviter d'être reconnue. Ce n'était pas une fuite désordonnée, c'était une stratégie. Elle s'était garée 3 allées plus loin de l'entrée principale, plus près d'un salon de manucure que du supermarché lui-même. Ce matin-là, elle avait échangé ses plaques d'immatriculation dans une station de lavage automatique à Limberton, un peu plus d'1 heure au sud. Elle n'avait pas besoin de vitesse, elle avait besoin de silence. Au moment où l'agent Rucker était interrogé dans le rayon des produits laitiers, Trina était déjà à mi-chemin de sa voiture. Elle ne ralentit pas le pas en voyant le véhicule de patrouille sur le parking. Elle ne regarda pas en arrière lorsque la sonnerie du magasin résonna derrière elle. Elle se glissa sur le siège conducteur, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et s'éloigna comme si elle avait oublié le lait à la maison. De retour à l'intérieur du magasin, Rucker l'avait senti au fond de lui l'instant où l'officier l'avait bloqué, il savait que ça allait leur coûter cher. Les délais correspondent, dit Corbin, les yeux rivés sur sa tablette. Bellis est entrée à 5h12. Trina a payé à 5h14, elle était dehors à 5h16. Partie avant même que tu aies pu prendre ta carte d'identité. Rucker détourna le regard, agacé, non pas contre elle, mais contre lui-même. J'ai hésité, marmonna-t-il. Pas avec lui, avec elle. J'aurais dû la marquer plus tôt. Tu la tenais, nous la tenions tous les deux. Tu n'as pas cligné des yeux. J'ai trop fait confiance au calendrier. Corbin tapota l'écran. Elle a dévié, mais pas de beaucoup. Elle a quand même écourté sa mission. Elle a probablement réalisé que quelque chose n'allait pas dès l'instant où Bellis est entrée. La voix de Rucker s'est faite plus basse. Elle a vu l'uniforme. Peu importé qu'il ne la visait pas, elle a senti la menace et s'est tirée. Il se déplaça sur son siège. Le parking du magasin était calme maintenant. Une femme passait en poussant une poussette, un homme chargeait des courses dans le coffre d'une Camry argentée. Des choses de tous les jours. Mais quelques heures auparavant, la scène avait été tout autre, une opération en équilibre sur le fil du rasoir. « Laisse-moi te poser une question, » dit Rucker soudainement. Corbin leva les yeux. « Tu penses que si j'avais l'air de quelqu'un d'autre, il m'aurait quand même arrêté ?» Elle ne répondit pas tout de suite. « Je pense, » dit-elle prudemment, « qu'il n'a pas vu ce qu'il aurait dû voir. Il a vu un gars immobile, pas un insigne, pas une mission. Juste quelqu'un qu'il pensait ne pas être à sa place. » Rucker hocha lentement la tête. « Tu as géré la situation, » ajouta-t-elle. « Je suis fatigué de la gérer, » dit-il, et les mots pesèrent lourdement entre eux. Corbin n'essaya pas de résoudre ce problème. Au lieu de cela, elle tourna la page suivante de son rapport et commença à enregistrer les données du véhicule de Trina, marque, modèle, variation de plaque, dernière localisation connue.
Le travail acharné continuait, même quand le moral ne suivait pas, son téléphone jetable a borné sur une tour à l'ouest de Florence il y a 1 heure, dit-elle. Elle se dirige vers le sud, ça pourrait être Charleston ou Elbeuf. Elle pourrait changer de voiture à nouveau, répondit Rucker. Ils savaient tous les deux que cela n'avait pas d'importance à cet instant. Ils n'étaient pas en chasse, ils n'étaient pas à portée. Le filet qu'ils avaient tendu avait été déchiré, et Trina, malgré toutes ses compétences discrètes, n'avait eu besoin que d'une chose pour s'échapper, une distraction. Dehors, une voiture de patrouille traversait lentement le parking. Un autre service. Rien d'urgent, juste une présence. Rucker la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle passe. « Je songe à déposer une plainte, dit-il soudainement. « Tu devrais, dit Corbin, pas par rancune, mais par nécessité. Je ne suis même pas en colère contre l'insigne, ajouta-t-il. Je suis en colère contre la façon dont il l'a utilisé. Comme un marteau cherchant un clou, dit Corbin sans lever les yeux. Rucker eut un rire sec. Exactement. Elle posa enfin la tablette. On se remettra, dit-elle. Elle fera une erreur à nouveau, ils le font toujours. Il hocha la tête, mais il n'était pas convaincu. Il ne s'agit pas de se remettre. Il s'agit de ce que nous normalisons. Si des gars comme Bellis peuvent foncer, tout gâcher et partir sans comprendre les dégâts qu'ils causent. Il laissa sa phrase en suspens. Corbin attendit, puis la termina pour lui, alors ça continue de se produire. Mais avant que l'un ou l'autre puisse dire un mot de plus, le téléphone de Rucker vibra avec une nouvelle alerte. Le téléphone jetable de Trina venait de borner à nouveau, cette fois depuis une aire de repos pour camion à 90 miles de là, et il ne se dirigeait plus vers le sud. Le soleil était descendu plus bas maintenant, projetant de longues ombres sur le parking. Rucker se tenait à l'extérieur du SUV, appuyé contre la portière passager, les bras croisés, la tension toujours présente dans ses épaules. Corbin faisait les 100 pas à quelques mètres, au téléphone pour son deuxième appel au bureau de Charleston, coordonnant un transfert potentiel. Il se réinitialisait, pivotait, mais l'amertume de la journée ne s'était pas estompée. Il le repéra avant d'entendre sa voix, l'agent Trembellis, revenant vers eux depuis le côté du bâtiment, seul. Pas de renfort, pas de fanfaronnade cette fois. Son pas était plus lent et ses yeux balayaient le sol à chaque pas. Rucker se redressa, sans avancer ni reculer. Corbin le remarqua aussi et mit fin à l'appel rapidement. Bellis s'arrêta à quelques pas d'eux. « Écoutez, dit-il d'une voix plus basse qu'avant. Je ne suis pas ici pour discuter. » Corbin croisa les bras. « Alors ne discute pas. » Bellis se déplaça maladroitement. « J'ai fait ? Je ne savais pas. Je ne voulais pas m'interposer. » Vous n'avez pas demandé, répliqua Rucker d'un ton stable. Vous avez supposé. Bellis se frotta la nuque. Je suis dans la police depuis 7 ans, j'en ai vu des choses. J'ai fait des interpellations qui se sont avérées justes, même quand elles ne semblaient pas l'être au début. Corbin répliqua sèchement, et combien de ces appels qui ne semblaient pas corrects ont commencé avec quelqu'un qui lui ressemblait. Bellis tressaillit mais ne le nia pas. Rucker intervint, vous avez vu quelqu'un se tenir tranquille, ne causant pas de problème, ne violant pas la loi, et votre première réaction a été la confrontation, pas la conversation. Bellis baissa les yeux, ça ne me semblait pas normal, lui, juste à observer les gens. Je travaillais. Rucker dit, à ce moment-là, j'étais concentré. Mon travail est d'observer. Vous n'aviez pas l'air d'être des forces de l'ordre, murmura Bellis. C'est tout l'intérêt, coupa Corbin. Nous ne sommes pas censés l'être. C'est de la surveillance, se fondre dans le décor fait partie du travail. Bellis expira. Je n'ai pas réfléchi, j'ai réagi. Rucker s'approcha d'un pas. Et cette réaction nous a coûté une suspecte que nous suivons depuis plus de 6 mois. Elle ne fait pas que voler des allocations gouvernementales, elle fait partie d'une opération plus vaste qui s'attaque à des communautés vulnérables, des familles qui essaient de joindre les deux bouts, pendant qu'elle blanchit des EBT volés en espèces. Et elle est partie parce que vous n'avez pas pu vous empêcher de jouer les héros. Bellis grimaça. Vous pensez que j'essayais d'être un héros ? Non, dit Rucker. Je pense que vous essayez d'avoir raison. Cela le frappa plus profondément que Bellis ne l'avait imaginé. Il détourna le regard, les mains sur les hanches, la poitrine se soulevant et s'abaissant. Corbin s'adoucit légèrement. Vous ne saviez pas, on le comprend. Mais la différence, c'est que vous n'étiez pas ouvert à le savoir.
Vous n'avez pas laissé de place à ça. Bélis hocha lentement la tête. Vous avez raison. Ils laissèrent le silence s'installer un instant. Je dois rapporter l'incident, ajouta Bélis. Mon superviseur m'a appelé, il veut un compte rendu essai. Riz complet. J'inclurai tout, les noms complets, la chronologie, ma part aussi. Corbin haussa un sourcil. Vous comptez omettre quelque chose? Non. Je dirai la vérité. J'ai foiré. Rucker le regarda attentivement, puis demanda, vous savez ce qui m'a vraiment le plus dérangé? Bélis secoua la tête. Vous n'avez pas demandé pourquoi j'étais là. Vous n'avez pas demandé ce que je faisais. Vous avez sauté aux conclusions sur mon apparence. Vous m'avez vu et avez pris le contrôle. Je n'ai pas vu un agent, dit Bélis honnêtement. Non, dit Rucker. Vous avez vu une menace, et je n'en étais pas une. Cela le frappa plus fort que Bélis n'était prêt. Il hocha de nouveau la tête, cette fois plus lentement. J'ai du travail à faire, dit-il. Avec moi-même, je veux dire. Vous avez un badge, répliqua Corbin. Ce que vous en faites après ça, c'est plus important que ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Bélis leva les yeux. J'entends ça. Il se tourna pour partir mais s'arrêta. Pour ce que ça vaut, merci de n'avoir rien envenimé, aucun de vous deux. Vous avez gardé votre calme. Je ne le méritais pas. Non, acquiesça Rucker. Mais nous l'avons fait quand même. Bélis ne répondit pas, il s'éloigna, cette fois sans regarder autour de lui pour voir qui observait. Mais alors que Rucker se tournait vers la voiture, l'alerte de tout à l'heure retentit à nouveau. Le téléphone jetable de Trina avait émis un second signal, non loin de là où il se trouvait, et soudain, la journée n'était pas encore terminée. L'alerte clignota sur l'écran de Rucker, urgente mais discrète, comme un tapotement sur l'épaule au lieu d'un cri à l'oreille. Deuxième ping, marmonna-t-il. Arrêt de camion près de l'autoroute 74. 22 minutes d'ici. Corbin avait déjà le GPS ouvert. Ça pourrait être elle, ça pourrait être l'acheteur, ça pourrait être un piège. On ne traîne pas, dit Rucker en se glissant derrière le volant. On y va. Ils ne parlèrent pas beaucoup tandis que le SUV quittait le parking. Rucker conduisait avec précision mais sans vitesse. Il restait légal, concentré. Corbin prépara l'équipement du siège passager, appareil photo, stylo, micro externe, badge de rechange, dossier. Le silence entre eux n'était pas gênant, il était calculé, toute l'attention, pas d'ego. Alors qu'il s'engageait sur la rampe d'accès, le téléphone de Corbin vibra. Numéro inconnu. Elle répondit d'un sec Corbin. La voix à l'autre bout appartenait au capitaine Terence Roulement, le superviseur de Bélis, mesuré, plus âgé, avec le ton de quelqu'un qui en a assez vu pour parler sans détour. Je viens de parler à l'agent Bélis, dit-il. Je crois comprendre qu'il y a eu un incident. C'est un euphémisme, dit Corbin. Ça vous dérange de me donner votre version avant que je la reçoive du rapport? Corbin résuma la rencontre, gardant sa voix professionnelle. Rucker garda les yeux sur la route, écoutant sans réagir. Quand Corbin arriva à la partie où le suspect s'échappa pendant la confrontation, elle marqua une pause. Nous avions une affaire de 6 mois en préparation, capitaine, dit-elle. Et une intervention malheureuse a ouvert grand la porte. Le capitaine Roulement ne contesta pas. Bélis remplit un rapport complet ce soir, dit-il. Et j'ai déjà ouvert un dossier interne. Cela ne signifie pas qu'il va être jeté sous le bus, mais cela signifie que nous ne prétendons pas que cela ne s'est pas produit. Rucker parla finalement. Nous ne cherchons pas quelqu'un à licencier. Nous cherchons de la responsabilité. Roulement resta silencieux un instant. Vous deux, vous avez une trace écrite sur cette suspecte? Elle est sur nos écrans pour blanchiment d'allocations interétatiques depuis 2019, dit Corbin. Opère sous 5 pseudonymes, se déplace discrètement. Nous l'avons suivie de Birmingham à la Floride. Aujourd'hui était la première fois qu'elle prenait contact dans un lieu fixe. Cela rend les choses encore pires. Roulement admit, d'accord, laissez-moi faire ma part. Corbin raccrocha. Pas besoin d'au revoir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il assume, dit Rucker. Bye. Non, son capitaine. C'est peut-être ça, le changement, répondit Corbin. Certains commencent à comprendre qu'il ne s'agit pas de blâme, mais de responsabilité. Rucker serra plus fort le volant,
lassé de devoir rester calme pendant que quelqu'un d'autre franchissait toutes les lignes. Corbin se pencha légèrement en arrière. « Tu penses que Bélis en tirera une leçon ?»« Je ne sais pas, » dit Rucker. « Ça dépend de ce qu'il se raconte quand personne n'écoute. » Alors qu'ils approchaient de la sortie pour l'aire de repos des camions, Corbin afficha la superposition satellite. L'endroit était calme, une poignée de semi-remorques garées, un petit restaurant attenant à la station-service. Le signal provenait d'un téléphone prépayé, probablement le même téléphone jetable que Trina avait utilisé plus tôt. « On y va discrètement ou on montre le badge ?» demanda Corbin. « Discrètement, » dit Rucker. « On a échoué une fois aujourd'hui parce que quelqu'un a fait du bruit. » Ils se garèrent sur le côté près d'une rangée de distributeurs automatiques. Corbin ajusta sa veste et plaça le micro dans son col. Rucker fixa la petite caméra épingle sur sa chemise et tira une casquette de baseball bas sur ses yeux. Alors qu'il sortait du véhicule, une brise apporta l'odeur de diesel et de graisse de friture. Le bourdonnement d'un générateur derrière le bâtiment résonnait faiblement. Un homme au teint bronzé de camionneur fumait près de la porte arrière mais ne leva pas les yeux. « On vérifie d'abord ?» demanda Corbin. Rucker hocha la tête. « On voit qui est à l'intérieur. Si elle est là, on ne l'arrête pas. On confirme l'identité, puis on ressort. » Ils entrèrent dans la partie restaurant de l'air, clignant légèrement des yeux au changement de lumière, carrelage jaune, banquette en vinyle marron, quelques clients fatigués sirotant un café ou picorant des sandwichs à moitié mangés. La femme derrière le comptoir leva les yeux avec un intérêt vague, puis retourna à sa pile de reçus. Corbin balaya les banquettes du regard. Pas de trace de Trina. Puis le téléphone de Rucker vibra de nouveau. Même téléphone jetable, nouveau signal. « Elle n'est pas ici, » dit-il. Elle a émis un signal à nouveau, à 5 miles à l'est, un petit motel. Corbin haussa les sourcils. Elle bouge. Elle nous teste, marmonna Rucker, laissant des miettes de pain numérique ou tendant un piège. Mais aucun des deux n'hésita, car même si c'était un leurre, il ne pouvait pas se permettre de la laisser disparaître une deuxième fois. 5 miles semblait plus long qu'il n'aurait dû. La route menant au motel East Crest serpentait le long d'un tronçon semi-développé de la route 217, flanqué de zones de construction inégales et de panneaux d'affichage rouillés au bord de la route. Corbin regardait par la fenêtre, son esprit parcourant les scénarios potentiels, voitures de soutien, téléphone jetable, remise d'argent en espèces. Trina était trop intelligente pour bouger sans raison, si elle laissait encore des traces numériques, elle avait un plan. Les mains de Rucker agrippèrent plus fort le volant alors qu'ils approchaient du bâtiment bas et rectangulaire. L'enseigne du motel clignotait, à moitié éclairée dans la lumière du début de soirée, il manquait le « T.A. Motel ». 5 portes étaient visibles depuis le parking avant, un camion, 2 berlines. Rien qui criait à un point de chute urgent, mais rien de très clair non plus. « On fait un tour ?» demanda Corbin. « On enregistre d'abord les plaques », répondit Rucker, tapant déjà des photos sur son téléphone. « Ensuite, on vérifie la réception s'il y a quelqu'un. » Ils se garèrent de l'autre côté de la rue, en diagonale entre deux emplacements de distributeurs automatiques vides. Corbin prit une lente inspiration, puis se tourna vers lui. « Tu le sens ?» Il hocha la tête. « Elle est proche. »« Je le sais. » Ils sortirent sans ajouter un mot. Rucker balaya le parking du regard tandis que Corbin s'approchait de la fenêtre du bureau d'accueil. À travers la vitre, un jeune homme était assis, regardant une émission de télé-réalité sur un écran portable. Pas de moniteur de sécurité, pas de presse-papier en vue. Corbin frappa à la vitre. Il leva lentement les yeux, puis poussa la porte. « Une chambre ?» demanda-t-il, à peine intéressé. « Non » dit-elle en montrant son badge. « Il nous faut la liste des clients. »« Chambre 3, qui est dedans ?» Le réceptionniste cligna des yeux. « Je ne, attendez. » Il fouilla sous le bureau, sortit un registre bon marché et tourna les pages. « Chambre 3, réservée à une Tracy Binôme » marmonna-t-il. « Heure d'arrivée, il y a 1 heure. » Corbin jeta un coup d'œil à Rucker. « Description ? » ?»« Je ne l'ai pas vue. Un gars a enregistré la chambre, a dit que c'était pour sa copine. Payé en espèces. » Corbin retint un soupir. « Vous avez des caméras. » « Pas fonctionnelles, bien sûr. » Ils retournèrent sur le parking. La porte de la chambre 3 était fermée, les rideaux tirés, aucun son. « Ça pourrait être elle »
dit Rucker. Ça pourrait être un piège. Corbin ajusta son micro et resta immobile, les yeux fixés sur la porte. Si c'est elle, elle nous regarde déjà. Ne frappons pas, convint-il. Ils retournèrent au SUV. De là, ils vérifièrent les données des véhicules à proximité. Une plaque d'immatriculation retourna un permis temporaire délivré 2 semaines auparavant en Alabama, sans propriétaire enregistré. Elle est ici, dit Rucker d'une voix basse. Mais si elle fuit si intensément, c'est plus important qu'elle ait quelques faux fournisseurs, répondit Corbin. C'était la pensée qui les hantait tous les deux depuis l'épicerie. De retour dans le véhicule, Rucker envoya les images de la confrontation à l'épicerie à leur équipe des affaires internes. Non par rancune, mais par nécessité. La vérité était que l'ingérence de Bellis n'avait pas seulement fait écho. Une arrestation, elle avait exposé une faille dans la façon dont les départements fédéraux et locaux interagissaient ou échouaient à le faire. Trina avait compté dessus, avait créé le vacarme et s'était éclipsée par l'arrière pendant que tout le monde était occupé à se pavaner. « Tu te souviens de Montgomery » demanda soudain Rucker. Corbin regarda. « Oui, l'opération d'infiltration sur le chantier. L'agent a sauté la clôture avant que la situation ne se calme et on a encore perdu toute l'équipe. » Corbin hocha la tête. C'était il y a presque 2 ans, et ça fait pareil. Ils ne parlèrent pas pendant 1 minute. Rucker fixa la chambre 3 à travers le pare-brise. Elsa ? C'est ainsi que nous opérons, dit-il. Elle ne se contente pas de fuir, elle réagit, elle adapte ses mouvements à nos schémas. Elle observe les habitudes des forces de l'ordre en temps réel, ajouta Corbin. C'est pourquoi elle savait que Bellis n'était pas là pour elle mais représentait toujours une menace. Tout cela avait une logique perverse. Trina n'était pas qu'une simple arnaqueuse de second ordre, elle s'adaptait, évoluait, et maintenant elle les menait pratiquement par le bout du nez. Nous ne pouvons pas intervenir dans la chambre 3 sans mandat, dit Corbin, et nous ne pouvons pas confirmer que c'est elle sans la voir de nos yeux. Rucker réfléchit un long moment. Attendons 30 minutes. S'il n'y a pas de mouvement, nous consignons la scène et faisons remonter l'information. Corbin acquiesça. Elle n'en a pas fini, mais nous non plus. Ils observaient le motel en silence, 2 agents dans un SUV, pensant moins à ce soir qu'au système qui ne cessait de se briser de l'intérieur. Car la vérité était désormais claire, Trina ne se contentait pas de passer entre les mailles du filet, elle les utilisait. Le lendemain matin, une vidéo a fait surface en ligne. Elle ne durait que 28 secondes, filmée verticalement avec des mains tremblantes et un son médiocre, mais elle n'avait pas besoin d'être cinématographique, elle racontait l'histoire assez fort. Dans le clip, l'agent Trambellis se tenait face à l'agent spécial Deshaun Rucker, leur voix mesurée mais tendue. Rucker n'élève pas la voix, ne jure pas, ne bronche pas. Il reste simplement immobile et parle calmement tandis qu'un officier en uniforme conteste son autorité au milieu d'un rayon de supermarché, près du beurre et des œufs. La légende disait, cet homme a appris plus à un policier par son silence que certains ne le font avec un insigne. À midi, le clip avait dépassé les 60 000 vues. Les commentaires affluaient rapidement, pourquoi c'est toujours comme ça, il a de la chance que ça n'ait pas viré au drame, le frère a gardé son calme, ça c'est de la force, on doit parler plus souvent de ce genre de comportement. Dans un bureau silencieux du centre-ville, le capitaine Rullement était assis devant le clip en boucle, le visage impassible, l'expression illisible. Il avait déjà lu le rapport de Bellis, il avait déjà examiné les registres, et maintenant, en regardant ce fragment d'humiliation en temps réel partagé sur Internet, il comprenait exactement ce que cela signifiait. Pas seulement une mauvaise image, pas seulement une erreur. Une rupture. Il a appelé les affaires internes avant 12h14. À travers la ville, Rucker était assis à son bureau, sirotant un café tiède tout en rédigeant sa déclaration officielle. Son écran affichait une capture d'écran du ping du téléphone jetable de Trina Delmore. Il la fixait, mais ses pensées étaient ailleurs. Corbin entra dans le bureau. Les clips circulent, dit-elle en posant une clé USB sur son bureau. Les nouvelles locales s'en sont emparées. Tu es un mème maintenant. Rucker ne sourit pas, ça va, demanda-t-elle. Oui, dit-il, j'aimerais juste que cela ne se soit jamais produit. Corbin tira une chaise. Nous avons fait notre travail. Discret, légal, mesuré. Nous n'avons pas poussé, nous n'avons pas dépassé les limites. C'est ce que les gens avaient besoin de voir, surtout maintenant. Rucker hocha la tête. On a toujours perdu la cible. On l'aura. Ils restèrent silencieux un instant,
non plus seulement collègues, ni seulement agents. Ils étaient de nouveaux témoins de quelque chose devenu bien trop routinier. Rucker finit par demander, « Tu penses que Bélis va changer après ça ?» « Je ne sais pas, » dit Corbin, « mais je pense qu'il s'est vu clairement pour une fois. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. » Ils se tournèrent à nouveau vers leurs écrans. Plus tard cette semaine-là, le téléphone jetable de Trina Delmore a de nouveau été localisé à Florence, en Caroline du Sud. Des agents locaux ont repris la filature. Une opération d'infiltration fut remontée, discrètement, avec soin. Rucker et Corbin n'étaient pas présents lors de l'arrestation, mais leurs empreintes étaient partout dans la préparation. Les dossiers qu'ils avaient collectés, le séquence vidéo que Donna du supermarché avait enregistré, les relevés de plaques d'immatriculation, les angles de surveillance, tout cela a joué un rôle. Lorsque Trina fut finalement arrêtée, elle avait 4 pièces d'identité, 3 téléphones jetables et un ordinateur portable rempli de fausses demandes de fournisseurs. Toute son opération, déguisée en fournisseur de produits agricoles, avait blanchi plus de 400 000 $ via de fausses transactions EBT. Elle n'a plus jamais revu Rucker, mais il a lu le rapport d'arrestation, enfin rédigé, comme s'il s'agissait d'une affaire inachevée. Bélis, quant à lui, a terminé sa formation disciplinaire et a été réaffecté temporairement à des tâches administratives. Pas de suspension, pas de rétrogradation, mais une longue conversation avec le psychologue du département et l'obligation de suivre 3 mois de cours de désescalade. Personne n'a appelé cela justice, mais c'était quelque chose. Le clip s'estomperait, comme tous les autres, une autre entrée dans une archive croissante d'incidents que les gens savaient réels mais qu'ils auraient préféré moins fréquents. Pourtant, quelque chose a changé, non pas dans les gros titres, mais dans les rayons, là où les gens s'arrêtent et regardent un peu plus longtemps, où le silence ressemble à une déclaration, où une voix calme peut transpercer l'agressivité comme du papier. Au final, la véritable histoire n'était pas celle de l'évasion de Trina ou de la bévue de Bélis. Il s'agissait d'un moment, d'une pause au milieu d'un supermarché, où le jugement a rencontré le professionnalisme et a perdu. Il s'agissait du pouvoir de la retenue, celle qui ne s'accompagne pas de gyrophares, mais de la connaissance de soi, même quand quelqu'un d'autre ne vous comprend pas. Et c'est une leçon à retenir, car chaque rayon est un miroir, et tôt ou tard, nous devons tous nous y regarder. Si cette histoire vous a ému, vous a fait réfléchir ou vous a rappelé quelque chose qui doit changer, abonnez-vous. Ces histoires ne sont pas de la fiction, elles sont vécues, et plus nous en parlons, moins nous risquons de les répéter.